Et donc, bienvenue à ce webinaire organisé par Agribio Rhône-et-Loire, l'Adabio et la Chambre d'agriculture des Pays de Loire dans le cadre de l'animation de collectifs de producteurs de fruits biologiques et conventionnels, des groupes 30 000 et Défi. Aujourd'hui, on est réunis autour du sujet de la résistance des produits phytosanitaires utilisés en bio, de comment les détecter, les spécificités et les leviers pour limiter leurs apparitions, avec 3 intervenants et intervenantes. Nous aurons Benoît Barès et Claire Mottet de l'ANSES Laboratoire de Lyon et Myriam Tsigouart de l'INRAE PSH Avignon. On va avoir 45 minutes de présentation donc à 3 voix, puis 15 minutes de questions. Vous êtes invités à préparer vos questions au fur et à mesure du déroulé dans le petit pictogramme Q&R ou conversation. Voilà, et les micros et les caméras de tous les participants sont coupés. On pourra les réactiver pour le temps de questions-réponses. Donc, je vais donner la main au premier intervenant qui est Benoît Barès. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, oui, je suis Benoît Barès. Je travaille à l'USC Casper à Lyon et je vais commencer par introduire les concepts généraux autour de la résistance. Mais tout d'abord, oui, donc je vais vous parler de la résistance vis-à-vis des produits phytosanitaires, donc plus spécifiquement en agriculture biologique. Et tout d'abord, je voulais présenter le réseau des chercheurs qui travaillent sur cette thématique en France. Donc, c'est le réseau R4P, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, c'est un réseau SPE INRAE qui est constitué de 5 à 6 unités, avec ici, vous avez un peu tous les intervenants. Donc, il y a 2 personnes ici qui en font partie, c'est Myriam Tsigouart et moi-même. Et puis, on travaille donc sur la résistance aux pesticides en général, mais vraiment au sens général. Donc, ça inclut les produits de biocontrôle et utilisés en agriculture biologique, à la fois sur la résistance aux herbicides, fongicides et insecticides. Donc, il y a un site internet sur lequel vous pouvez trouver tout un tas d'informations si vous le souhaitez aller un peu plus loin. Donc, pour introduire la résistance, comment on définit, nous, la résistance? C'est ce qu'on appelle la capacité héritable d'un bioagresseur à survivre à un traitement pesticide ou de produits phyto appliqué en suivant l'ensemble des recommandations d'usage. Donc, par ensemble des recommandations d'usage, on entend utiliser le bon produit, bien positionné à la bonne dose et dans les bonnes conditions, en particulier climatiques. Donc là, vous avez un puceron qui est représenté, un vert qui est sensible, un rouge qui est résistant. On fait un traitement comme il faut. Le sensible qui était vert meurt, le résistant survit et est capable de produire une descendance. Donc ça, c'est important. Donc, ça concerne potentiellement, comme je l'ai déjà dit, tous les PPP, aussi bien ceux de synthèse, bien sûr, qui est le plus utilisé, mais aussi les naturels ou le biocontrôle. Donc, il y aura des très bons exemples, en particulier celui sur le Carpocaps exposé par Myriam plus tard. Et puis, Claire parlera aussi un peu de l'azadiractine sur Misus. Et puis, sur Disafis, pardon. Et puis, c'est un phénomène évolutif aussi, c'est-à-dire que c'est de la sélection naturelle. Alors, j'ai mis des guillemets à naturel parce que quand on traite, c'est une action de l'homme, mais le processus biologique, c'est de la sélection naturelle. Donc là, par exemple, vous avez cette courbe en vert qui représente une distribution des individus selon leur sensibilité croissante, donc sur l'axe des abscisses à un produit phyto. Et ben, dans une population d'un bioagresseur, il y aura des individus plus ou moins sensibles à la substance, donc avec un pic à peu près là. Donc on va traiter pour tuer la majorité de la population, mais ici il y aura des individus qui sont moins sensibles, qui vont ne pas mourir à cause du traitement et qui vont être sélectionnés. Et c'est comme ça qu'émerge la résistance. Donc les mécanismes de résistance au PPP, aux produits de protection des plantes, je ne vais pas les énumérer, il y en a énormément, comme vous le voyez ici. En général, nous on les classe en 2 grandes catégories, c'est en bleu, les résistances non liées à la cible, c'est-à-dire c'est des résistances qui ne concernent pas la cible du produit phytosanitaire. Ça peut être de la résistance d'évitement, ça peut être des barrières physiques à la pénétration des molécules, ça peut être de la détoxification. Voilà. Il y en a tout un tas, mais on ne va pas les passer en détail. Et puis, il y a la résistance liée à la cible, qui là, c'est des mutations plus spécifiquement de la cible du pesticide, du produit phyto, qui va changer et qui du coup sera plus reconnu, il y aura plus d'interaction et ça va aboutir à une résistance. Donc un point aussi qu'on souligne très souvent et qui est hyper important, c'est qu'un échec de traitement au champ, ce n'est pas nécessairement causé par de la résistance. Comme je l'ai expliqué dans la définition, il y a plein de raisons pour lesquelles un traitement peut ne pas marcher.
Ça peut être parce qu'il est mal positionné, qu'il a plu avant, après, il fait trop chaud, etc. Donc, pour confirmer une résistance, il va falloir nécessairement faire un test qui est approprié, mais qui est nécessaire, qui va être réalisé dans nos laboratoires, hein. Et il y a deux grands types de tests, hein. Le test standard qu'il faut faire au tout début, c'est les tests biologiques, où on va exposer le bioagresseur vivant à une gamme de doses de produits phytosanitaires, et puis on va mesurer un trait, donc en général c'est la mortalité ou l'inhibition de la croissance, et on va déterminer comme ça son niveau de sensibilité aux produits phyto. D'autres tests biologiques, hein, qui existent une fois qu'on connaît un peu mieux le système, c'est la dose discriminante. Alors là, ça veut dire qu'on sait déjà à quelle dose on va tuer les sensibles et les résistants vont survivre. Donc ça nous permet, c'est beaucoup plus simple, hein, on a une dose, mais ça, il faut déjà pouvoir déterminer cette dose, ce qui est un défi, et Claire en parlera un peu après. Et puis quand on connaît encore mieux la résistance et qu'on a identifié les mutations qui sont à l'origine de ces résistances, et ben on peut utiliser des tests de biologie moléculaire, alors soit du génotypage avec juste ce qu'on appelle des PCR, des CAPS, enfin bon, ça fait des petits traits en gros, quand on a la bonne mutation ou pas. Soit on fait carrément du séquençage, alors là on va juste chercher la séquence d'ADN de la cible et voir s'il y a la mutation ou pas. On a aussi des outils de PCR quantitatifs qui nous permettent de quantifier la mutation dans des populations. Et puis, on va de plus en plus aujourd'hui vers du séquençage à haut débit en bas à droite, qui nous permet à la fois d'identifier les mutations, mais de les quantifier aussi. Donc, comment nous, on surveille ces résistances, hein? Il y a un plan de surveillance des résistances officiel, hein, qui appartient au dispositif de la SBT, la surveillance biologique du territoire. C'est dans le volet suivi des effets non intentionnels des produits phyto. Donc, les thématiques que l'on surveille, elles sont fixées annuellement donc, c'est un plan qui est diligenté par la DGL, hein, la direction, enfin, le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est un plan aussi qui se base sur un échantillage qui est non aléatoire, c'est-à-dire qu'on va aller étudier des prélèvements où il y a eu un problème, un échec de traitement, où il y a une suspicion de résistance. Ce n'est pas un plan où on prélève au hasard. Donc, c'est plus un outil d'alerte sur l'émergence de résistance qu'un réel suivi épidémiologique de ces résistances sur le territoire. Et puis enfin, je préciserai que quand on détecte une résistance au laboratoire, hein, donc la première chose que je vous disais, c'est échec de traitement, pas nécessairement résistance, donc on vérifie au laboratoire. Mais quand on a de la résistance au laboratoire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une perte d'efficacité complète, en tout cas au champ. Donc ça, c'est après, ça peut être vérifié simplement par des tests qu'on appelle les tests d'efficacité au champ. Donc toujours ce plan de surveillance, hein, c'est toutes les catégories de bioagresseurs, champignons, phytopathogènes, insectes adventices, bactéries. Il y a une trentaine de thématiques par an, hein, dont certaines tournent. Et seulement, on va dire, étant donné le nombre de thématiques qu'on étudie, 400 prélèvements planifiés par an. Donc c'est essentiellement, alors là je le dis, je vais passer du coup un peu vite, mais c'est essentiellement des produits conventionnels, mais pas que, hein. Ça peut aussi concerner des produits de biocontrôle ou autorisés en agriculture biologique. Et les objectifs du plan de surveillance, il y en a trois grands. Le premier objectif, c'est quand on ne sait pas faire, c'est de mettre au point la méthode de mesure de la résistance du bioagresseur. Une fois qu'on a cette méthode, on peut déterminer ce que nous, on appelle la ligne de base, c'est-à-dire la sensibilité de la population normale. Et puis ensuite, et ça c'est la finalité quand même plus importante, c'est détecter les premières résistances et éventuellement commencer un peu un suivi au niveau territorial, voir où cette résistance ou ces résistances sont présentes sur le territoire. Donc, en plus de plan de surveillance qui est annuel, hein, je l'ai déjà dit, et qui est diligenté par la DGL, on a depuis l'an dernier un gros projet qui s'appelle le projet ASAP dans le cadre du PARSADA. Donc, ASAP, ça veut dire Anticipation et Surveillance de l'adaptation des produits de protection des plantes, des bioagresseurs aux méthodes de lutte en période de diminution du nombre de substances actives pesticides. Donc, l'idée de ce projet, hein, c'était de se dire qu'il y a de moins en moins de substances actives qui sont autorisées. Il y en a qui sont retirés pour d'excellentes raisons, hein, il ne s'agit pas de discuter de ça, mais il risque, et même c'est plus qu'un risque, on est sûr, il va y avoir un report de l'utilisation de ces produits interdits sur d'autres produits, et dont les méthodes alternatives, en particulier celles autorisées en bio. Donc, il faut pouvoir anticiper les impasses qui vont arriver dans le cadre du PARSADA, c'est-à-dire de l'anticipation du retrait de ces produits. En plus, ce qui est important dans le cadre de ce projet et qu'on souligne à chaque fois, et c'est aussi le cas dans le plan de surveillance, hein, d'ailleurs, c'est que quand il y a des résistantes, il vaut mieux le savoir pour éviter les usages non efficaces, c'est-à-dire appliquer des produits qui sont plus efficaces. Parce que déjà, ça a un coût, aussi bien pour l'agriculteur que pour l'environnement. Et puis aussi accroître la durabilité des substances actives autorisées, donc en pouvant maîtriser leur utilisation quand on détecte des résistances. Puis enfin, le dernier objectif, mais ça vous concerne moins, c'est un front de science, hein, c'est une expérience de biologie évolutive à ciel ouvert. Donc ça, c'est des choses qui, nous, en tant que scientifiques, nous intéressent.
Donc, c'est un partenariat qui est complexe, mais pour simplifier, il y a 9 laboratoires de recherche publique, dont une grande majorité des gens du R4P, que je vous présentais au tout début, et puis 12 filières agricoles, hein, elles sont quasiment toutes représentées, qui sont listées là sur la droite. Et en gros, il y a 3 grandes actions, hein. Je mets l'action 0 qui est de la coordination de côté, mais l'action 1, c'est anticiper. Donc, ça va être de développer des outils ou des méthodes qui vont permettre d'anticiper l'évolution des résistances. En particulier, ce qui peut concerner la filière bio, c'est développer des méthodes de mesure de la résistance aux méthodes alternatives, type évolution vis-à-vis des filets, des phéromones, etc., la confusion sexuelle. Dans l'action 2, bah là, tout le monde est concerné, hein, y compris les substances biologiques, hein, c'est surveiller les résistances. Puis l'action 3, qui est vraiment communication à destination des professionnels. Donc, dans la suite de la présentation, on va vous parler, alors très rapidement, parce que j'en discutais juste avant, c'est de la tablure du pommier, mais l'essentiel de ce qu'on a fait, c'est sur des produits phyto conventionnel, donc ça ne vous intéresse que moyennement ou que modérément, donc je passerai très vite, c'est moi qui vais en parler. Ensuite, Myriam, ça sera un bon morceau de la présentation, va parler du carpocaps des pommes, et en particulier de la résistance vis-à-vis du virus de la granulose. Et puis, Claire parlera du puceron cendré. Donc, résistance d'Eventuria SPP, oui, j'ai mis d'Eventuria, c'est un peu... c'est un peu anecdotique, mais en fait, vous le savez certainement, c'est Venturia inequalis, hein, le champignon qui est à l'origine de la tablure du pommier, mais on a aussi fait des travaux récents où on sait qu'il y a une autre espèce qui est Venturia aspirata, qui crée des symptômes en fait qu'on ne peut pas vraiment distinguer sur le terrain, voilà, et qu'on a aussi un peu étudié. Donc c'est un champignon ascomycète, l'inoculum primaire, il vient à partir de la litière, hein, dans les feuilles mortes aux sorties de l'hiver, et puis il y a des multiplications asexuées qui causent les problèmes. Ça peut affecter jusqu'à 100% des fruits, et il y a 50% des traitements, hein, de protection ciblent ce pathogène, hein, en culture de pommes. Alors, il y en a un peu moins en culture de pommes pour les cidres, mais pour la pomme à couteau, c'est vraiment beaucoup de traitements. Donc, ce qu'on réalise, nous, c'est des biotests sur monospores. Donc, on isole des souches d'abord sur le terrain, et puis après, on les soumet à des gammes de fongicides. Donc là, il y a 7 substances actives. Je vais passer vite parce que, encore une fois, c'est du conventionnel pour la plupart. Donc, on fait des mises en culture ou des inoculations sur les boîtes gélosées, et puis on va mesurer un taux de germination de spores ou la croissance mycélienne. Là, j'ai mis des petites photos pour illustrer cela. Et ensuite, on va pouvoir analyser par des régressions, enfin des méthodes mathématiques, le niveau de sensibilité de la souche. Donc, nous, on parle de CI50 ou de DL50, hein, c'est la dose létale ou la concentration inhibitrice de 50% du trait phénotypique qu'on mesure, c'est-à-dire soit la mortalité, soit l'inhibition de la croissance. Donc, ça nous permet, c'est une valeur en fait qui est propre à la souche qu'on étudie, et on peut calculer ce qu'on appelle un facteur de résistance en la ramenant à une CI50 ou à une DL50 d'un individu sensible. Donc, en gros, quand vous avez un FR de 10, ça veut dire qu'il faut 10 fois la dose pour tuer la souche résistante par rapport à la souche sensible. Et voilà, j'ai dit 10 parce que c'est souvent à peu près la limite que l'on choisit pour dire qu'un échantillon est résistant ou pas. Donc là, voilà, il y a des résistances contrastées au PTPP. Encore une fois, je vais passer très vite parce que c'est beaucoup de conventionnels. J'ai quand même noté, et ça vous intéresse, mais vous êtes probablement au courant, que pour le cuivre en multisite, et aussi d'ailleurs pour le soufre, hein, les résistances n'ont jamais été décrites chez les champignons phytopathogènes, en tout cas à ce jour. On a regardé parfois, mais on n'a jamais rien trouvé. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on regarde, hein, c'est pas connu. C'est connu chez les bactéries seulement. Et la gestion des résistances donc, aux produits, aux vergers, et ça marche pour tout, donc je vais les donner maintenant, mais peut-être que mes collègues en reparleront après. Il y a premièrement et avant tout diversifier les méthodes de lutte, donc la prophylaxie est extrêmement importante pour Venturia, diminuer l'inoculum primaire. Il y a la conduite culturelle aussi qui peut jouer avec la distance entre les plants, la façon dont on taille, la fertilisation, et puis les résistances variétales, donc je vais dire 2 mots juste après. Faut aussi utiliser les modèles de prévision des risques pour savoir quand est-ce qu'on fait les traitements, ça c'est aussi essentiel. Et puis ça concerne peut-être plus ceux qui sont en conventionnel, alterner autant possible. Et en dernier recours, les produits phyto et les modes d'action différents. Donc le contournement de résistance variétale quand même, pour dire, parce que je pensais que c'était intéressant d'en toucher 2 mots, c'est exactement le même principe quand même que pour les résistances aux produits phyto, hein. C'est que c'est de l'évolution sous pression de sélection, c'est-à-dire que vous allez mettre des
arbres qui sont résistants à la maladie, mais les souches, elles vont s'adapter. Voilà, c'est juste pas les mêmes, cibles qui sont concernées. Dans le cas des résistances, variétales, il va y avoir une évolution vis-à-vis des récepteurs extracellulaires, alors que c'est plutôt des cibles, chimiques dans le cas des produits phytos. Et c'est particulièrement problématique en culture de pommier parce que c'est une culture pérenne. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez planté le pommier, vous ne pouvez pas changer. C'est pas comme le blé, on ne change pas tous les ans, donc on ne peut pas changer de variété et tourner de variété. Ce qui pose des problèmes, et c'est nos collègues de Angers qui travaillent dessus à l'INRAE, l'IRSH, ils publient régulièrement là-dessus. Je vous ai mis quelques informations là. Donc, il y a à la fois, en résistance variétale, il y a des gènes majeurs qui donnent de la résistance totale. Il y en a 18 qui sont identifiés. Mais donc, ces résistances, elles viennent souvent de malus sauvages, c'est-à-dire de pommiers sauvages ou de variétés anciennes. Mais il faut déjà savoir que sur 18 des résistances de gènes majeurs identifiés, il y en a déjà 11 pour lesquels on connaît des souches qui ont contourné la résistance. Donc, c'est vraiment un gros problème. Et puis, le deuxième type de résistance, c'est les QTL, donc de la résistance qu'on appelle quantitative. Donc là, il y en a tout un tas, je ne les ai pas listés, mais il a été aussi montré que cette résistance pouvait s'éroder au fil des années. Donc là, les conseils, c'est pareil, ça va être d'avoir divers types de résistance variétale dans l'espace et dans le temps, etc. Et je vais maintenant passer la parole à Myriam, si tu veux prendre le contrôle. J'espère que j'ai tenu, ouais, c'est bon. Hop. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais poursuivre cette présentation en vous parlant de l'exemple de la résistance du Carpocaps des pommes au virus de la granulose. Alors, d'abord, un petit historique sur cette thématique-là. Ce virus, donc ces produits à base de CPGV ont été mis sur le marché en France en 1992. Et donc, les premiers produits à base de ce virus étaient constitués toujours du même isolat viral, que j'ai mis en rouge ici, qui est l'isola virus mexicain qui s'appelle CPGV-M. Et suite à l'efficacité et au manque de solutions alternatives en agriculture bio notamment, c'est un produit qui a été très largement utilisé jusqu'en 2005 où en fait est apparue la première résistance qu'on a appelée la résistance de type 1 qui est apparue surtout dans le sud-est de la France. Suite à ça, donc, des recherches ont été faites sur ces individus résistants. Et donc, 4 ans plus tard, il y a des nouveaux produits à base de d'autres isolats viraux qui ont été appelés CPGV V15 et CPGV R5 qui ont été mis sur le marché, sachant que chacun de ces nouveaux isolats étaient eux-mêmes constitués de mélanges de virus. Donc, le CPGV R5 était constitué à 64% d'un type de virus qui appartient au groupe E et 36% de groupe A. Et le V15, lui, était constitué donc, de 3 virus, donc du groupe A, du groupe E et du groupe B. Et donc, suite à cette mise sur le marché de nouveaux produits, donc CPGV-M, c'est le produit, enfin l'isolat qui a à la base des produits Carpovirusine 2000 et Madex Twin. Et pour le V15, c'est le Madex Pro. Et le R5, c'est Carpovirusine Evo 2. Et donc en 2017, en Allemagne, est apparue la résistance de type 2, donc des insectes qui étaient résistants à la fois à CPGV-M et à CPGV-R5, donc Madex Twin et Carpovirusine 2000, mais que en Allemagne. Et cette résistance, elle ne s'est pas propagée ailleurs en Europe. Et puis en 2020 est apparu donc des résistances de type 4 et 5, donc cette fois qui conféraient des résistances face au Madex Twin Carpovirusine 2000 et Madex Pro et aussi Carpovirusine Evo 2. Donc tous les isolats qui étaient actuellement commercialisés pour ça. Et en 2026, donc cette année, il y a un nouveau produit qui est commercialisé par Andermatt qui s'appelle le CPGV V45, qui est lui à base constitué de 5 types de virus. Que Vous pouvez voir sa composition ici sur le petit camembert ici. Donc il est plus complexifié. Donc toute cette histoire pour vous dire qu'en finalement, ces virus ont été successivement mis sur le marché suite à l'apparition de résistances, donc pour essayer de contourner ces résistances, il y a des nouveaux produits qui ont été mis sur le marché, et qu'au fur et à mesure de la mise sur le marché des nouveaux produits, il y a eu une complexification de la composition de ces produits.
Donc, pour faire la surveillance du territoire, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Benoît, on utilise des individus qui sont vivants. Donc ici, on échantillonne les carpocaps dans des bandes pièges qu'on met autour des troncs. On récupère les larves diaposantes au stade, 5e stade larvaire. Puis on les laisse diaposer et on casse la diapose au printemps suivant. On obtient les papillons qu'on reproduit en poule de population et on obtient des œufs. Et c'est ces œufs-là qu'on va utiliser pour faire éclore des petites larves au premier stade larvaire, L1. Et c'est ces larves-là qu'on va ensuite exposer à différentes concentrations de virus. Et on va mesurer la mortalité 7 jours après cette exposition. Et ce genre de test-là, ça nous permet de construire ensuite des cartes pour essayer de voir comment se répartissent les résistances en France. Donc voilà une carte des résistances, même en Europe, pour les échantillons qu'on a pu obtenir. Donc chaque point représente une population et plus le point est rouge, plus il y a une fréquence d'individus qui sont résistants à l'intérieur. Donc ici, il s'agit de la résistance de type 1 à l'isolat CpGV-M. On voit bien qu'on retrouve des populations résistantes à la fois dans le nord de l'Italie, mais aussi dans les 3 bassins versants français. Le seul endroit finalement où on n'en trouve pas encore, c'est en Normandie ou en Angleterre et en Allemagne. Mais on n'a pas beaucoup d'échantillons ailleurs. Ensuite, pour la résistance de type 4, donc au CpGV V15, donc il s'agit donc de résistance au CpGV 15 plus CpGV-M. Donc là, on a moins de points positifs, donc moins de populations résistantes, qui se trouvent principalement en Pays de la Loire, mais on en a trouvé aussi un peu dans le sud-ouest et dans le sud-est de la France, et également dans le nord de l'Italie. Et enfin, la résistance au R5, donc là, on a des individus qui sont résistants un peu au même endroit que pour le V15, mais plus dans le nord-ouest et dans le nord de l'Italie. Et si on regarde un peu l'évolution de ces résistances dans le temps, on voit qu'entre 2013 et 2024, la proportion de populations qui ont des individus significativement résistants sont relativement stables. Donc on a autour de 60% des populations testées qui comportent des individus résistants. Pour le V15, on a commencé la surveillance plus tard, donc c'est pour ça qu'on commence à avoir l'information que à partir de 2020. On a à peu près 35% des populations qui sont positives. Et pour le R5, on tombe plutôt à 15%, 18, ouais, entre 15 et 18% de population résistante. C'est résumé ici dans le temps. On peut peut-être voir, mais ce n'est pas significativement différent, une augmentation en fait, du nombre de parcelles résistantes à R5 parce que c'est des produits qui sont de plus en plus utilisés du fait que les carpovirusines 2000 et Twin baissent d'efficacité. Donc, Benoît vous a présenté tout à l'heure le projet ASAP. Donc, ASAP a commencé en 2025. Et donc, dans ce projet-là, on récupère des échantillons qui viennent de partout en France. Si vous voulez, vous pouvez aussi nous envoyer des échantillons. Donc, on a un début de résultats sur ces échantillons-là, mais qui ne sont que partiels, puisqu'on a pu analyser que les échantillons qu'on prélève dans l'alcool. Les échantillons vivants, on doit d'abord faire les biotests dessus, puis on fera les analyses moléculaires dans un deuxième temps dessus. Donc, je vous ai quand même fait une petite carte pour vous présenter l'état des lieux de nos résultats. On voit qu'on a beaucoup d'échantillons dans le sud-est de la France. Et dans cette carte-là, on voit qu'on a quand même pas mal d'échantillons positifs qui sont résistants aux 3 isolats viraux. Et par contre, le seul échantillon qu'on a eu en Normandie, il était négatif. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ce type de cartographie ne fonctionne que si on réussit à obtenir beaucoup d'échantillons sur toute la France. Donc en 2021, 2022 et 2023, on avait lancé une grande campagne d'échantillonnage. Donc peut-être que vous y aviez participé et si c'est le cas, merci beaucoup. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des enveloppes avec des petits tubes qui sont ici, qui ont des QR codes. Et vous pouvez nous retourner en fait ces tubes avec des carpocaps à l'intérieur, enfin un carpocaps par tube, et nous les retourner. On vous envoie les enveloppes timbrées, vous n'avez plus qu'à mettre les tubes dedans.
et nous les envoyer. Ça nous permet d'avoir un échantillonnage vraiment beaucoup plus conséquent. Vous voyez, en 2021, on a eu un nombre d'échantillons très important qui nous permet d'avoir des résultats d'épidémiosurveillance qui sont plus fiables. Donc, si vous êtes intéressé, voici les 2 adresses email où vous pouvez nous contacter pour qu'on vous envoie ces petits tubes et qu'on vous envoie les enveloppes de retour. Donc, je profite de cette présentation pour vous parler de quelque chose qui est un petit peu marginal par rapport aux résistances, mais qui est quand même, je pense, qui va vous intéresser. C'est l'identification des différents facteurs au champ qui peuvent influer sur l'efficacité des produits à base de virus de la granulose. Donc, en fait, il faut savoir que les virus à base de granulose, de granulovirus, sont des virus qui agissent par ingestion. Donc, il faut que la larve mange le virus pour qu'elle soit active, pour qu'il soit actif. Et on sait qu'en fait, la phase pendant laquelle l'insecte peut être en contact et donc avec ces virus est très courte. C'est ce qu'on appelle le stade baladeur. Il s'agit du stade entre le moment où il va éclore de l'œuf et le moment où il va rentrer dans la pomme. À partir du moment où il sera dans la pomme, il sera plus accessible à aucun traitement. Et donc, c'est sur cette petite période de balade que l'insecte va venir croquer à la fois à la surface des feuilles de pommier, mais aussi à la surface du fruit. Et c'est là qu'il va pouvoir se contaminer avec des virus. Et là, sur cette photo à droite, vous avez les traces un petit peu plus sombres ici, qui représentent en fait des crocs, des traces de crocs de Carpocaps des pommes. Donc, on a été en mesure de mesurer la taille d'un croc de Carpocaps des pommes. Et quand on compare en fait cette taille de croc avec la taille d'un virus et sa répartition sur la feuille, on va être capable de mesurer la probabilité qu'un Carpocaps se contamine avec ce virus-là. Le nombre de morsures du Carpocaps va dépendre de la durée du stade baladeur et cette durée, elle est directement liée à la température. Plus il fait froid, plus la larve, moins la larve, plus la larve va faire de coups de morsures, pardon, puisqu'en fait, plus il fait froid, plus la durée du stade baladeur est long et donc plus elle va se balader longtemps. Et donc, en première génération, on a plus de chances que le Carpocaps se fasse contaminer qu'en deuxième génération. On connaît aussi le nombre moyen de particules virales que la larve doit ingérer pour mourir, qui est autour de 6. Grâce à ces données-là, théoriques, j'ai construit un modèle théorique dans lequel on va essayer de voir quels sont les facteurs au champ à optimiser pour augmenter l'efficacité des produits à base de virus. Dans ce modèle, j'ai mis 6 entrées. Donc une entrée qui est la qualité de pulvérisation, qui correspond à la proportion de la feuille couverte par du virus. Le volume d'application, c'est-à-dire le volume hectare. La concentration en virus dans le produit commercial. La durée du stade baladeur, donc le stade pendant lequel l'insecte peut se contaminer. La proportion de génotype viral, donc soit du CPGV-M, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou du CPGV-R5, et la proportion d'insectes résistants dans la population. Et les sorties du modèle sont ici la mortalité larvaire. Donc je ne vais pas vous présenter tout, mais je vais vous présenter que certains facteurs. Donc ici, on voit que quand on fait varier la qualité de la pulvérisation entre 0% de couverture de feuilles à 100% de couverture de feuilles, on a une probabilité de mortalité de la larve qui augmente avec la proportion de couverture de la feuille. Donc jusque-là, tout va bien. Ici, ce que j'ai fait dans le modèle, c'est que j'ai fixé le volume de traitement à 1000 litres hectare avec une concentration en produit commercial de 10 puissance 13 virus par litre, ce qui correspond à ce qu'il y a dans les formulations commerciales de carpovirusine. Pas d'insectes résistants, que du CPGV-M et d'une durée de stade baladeur de 60 minutes, qui correspond à peu près à ce qu'il y a en G1. Et j'ai fait 1000 simulations. Et donc, ces résultats théoriques, pour l'instant, montrent qu'on a un gros impact de la qualité de pulvérisation sur la mortalité larvaire du Carpocaps des pommes. Quand on fait varier cette fois le facteur de la concentration virale, on voit qu'on a une forte augmentation de la mortalité quand on atteint à peu près 10 puissance 13 particules virales par litre. Ce qui correspond en fait, donc les 2 flèches, c'est les 2 concentrations en produits commerciaux qu'il y a. Donc on voit bien qu'en fait, cette concentration, elle est optimale, mais il faut faire attention parce que si la concentration diminue un peu, eh bien, on va
tomber rapidement à une efficacité qui est beaucoup moins bonne. Ensuite, si on fait varier la durée du stade baladeur, on voit qu'en fait, quand on commence à dépasser les 50 minutes, 60 minutes de durée de stade baladeur, on obtient un plateau en fait de mortalité. Et donc, il faut qu'il y ait un stade baladeur qui soit au moins au-dessus de 30 minutes pour pouvoir observer une mortalité supérieure à 40%. Donc tout ça confirme bien que plus la durée du stade baladeur est longue, plus, on a des chances que la larve mange, des virus et ça veut dire qu'effectivement ces produits seront plus efficaces à basse température ou en première génération en tout cas. Et donc, pour conclure, je ne vous ai pas tout présenté, mais en fait, on a la qualité de pulvérisation qui correspond à la proportion de feuilles couvertes, la durée d'exposition, donc la durée du stade baladeur qui sont très importants dans l'efficacité des traitements à base de virus. Et il y a d'autres résultats que je ne vous ai pas présentés aussi qui sont donc la proportion de génotypes viraux, donc ça c'est la proportion des mélanges. Je ne sais pas si vous vous souvenez les petits camemberts au tout début de ma présentation. En gros, cette proportion, il faut qu'elle soit connue et qu'elle soit quantifiée par les entreprises phytosanitaires. Et enfin, la proportion d'insectes résistants, elle est hyper importante aussi dans l'efficacité d'un traitement. Donc, d'où l'importance d'avoir un bon monitoring, donc une bonne surveillance des résistances pour, pour pouvoir faire un traitement qui soit judicieux. Donc tout ça, c'était des données théoriques, mais pour les confirmer, on a fait des expériences. Donc on a essayé de valider ces modèles théoriques. Et pour ça, on a fait des tests. On a pulvérisé des pommiers sur le terrain. On a récupéré ces feuilles qui étaient pulvérisées et on a déposé des larves sur ces feuilles traitées au laboratoire qu'on a laissées soit 10, soit 30, soit 60 minutes sur la feuille. Puis on a récupéré ces larves et on les a mis sur un milieu non traité pendant 7 jours et on a regardé la mortalité 7 jours après. Et donc les résultats de cette première expérience ont montré que d'abord, on avait beaucoup de mortalité dans les témoins. Et ça, c'était lié à des variabilités de traitement sur le terrain, où on voit qu'en fait, malgré le fait qu'on soit dans des essais BPE, on avait de la dérive. Donc c'était peu satisfaisant. On peut voir quand même qu'avec la durée du stade baladeur, on a une augmentation de la mortalité pratiquement dans chaque traitement. On voit que pour les produits chimiques, on a une mortalité qui est proche de 100% au bout de 60 minutes d'exposition et que pour les produits à base de virus, il vaut mieux avoir un stade baladeur long pour atteindre une mortalité aux alentours de 70%, donc 68, 78 et 66% ici. Et on voit qu'en fait, il y a peu de différence entre les produits à base de virus et ceux qui sont adjuvantiés avec différents adjuvants. Donc, on a décidé de changer de méthode pour avoir moins de mortalité dans nos témoins. Donc, cette fois, on a récupéré des feuilles de pommier qu'on a lavées et on a traité au champ pour éviter tous les problèmes de dérive ou de pollution qu'il peut y avoir sur les feuilles au champ. Et là, cette fois, on a fait varier la qualité de la pulvérisation, donc la taille des gouttes et le pourcentage de couverture des feuilles, et on a obtenu ces résultats-là. Ici, vous avez donc les résultats théoriques en bleu et les résultats expérimentaux en rouge. On voit en fait à chaque petit point rouge, vous avez la qualité de la pulvérisation, donc le pourcentage de couverture de la feuille correspondant. Et on voit bien qu'il y a une assez bonne concordance entre nos données expérimentales et notre modèle. Et ça valide le fait que la qualité de la pulvérisation est un facteur très important pour le CPGV, donc pour l'efficacité des produits à base de CPGV. On voit qu'ici, qu'il faut au moins une couverture aux alentours de 40-50% pour obtenir un optimum d'efficacité des produits à base de CPGV. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'à l'œil nu, c'était hyper difficile de dire qu'il y avait une couverture à 40 ou 50% en regardant simplement des papiers hydrosensibles. Donc, suite à ces résultats-là, il y a eu un deuxième stage. Ah, j'ai oublié de vous dire que cette validation expérimentale a été faite dans le cadre du stage de Flavie Delpech. Et donc, l'année dernière, en 2025, il y a un deuxième stage qui a été fait avec le GRCETA, c'est le stage de Camille Métayer, où là, cette fois, elle a regardé avec des outils vraiment perfectionnés, des bancs de traitement, pour voir si la qualité de pulvérisation était bien, affectait bien.
Et elle trouve un résultat concordant avec le premier stage. Donc, elle a confirmé que la couverture optimale des feuilles était à 55%. Elle a testé différents pulvérisateurs au terrain et elle a testé aussi en différentes conditions de température et d'hygrométrie. Donc, elle a confirmé pour qu'un bon traitement soit fait, il fallait que les températures soient inférieures à 24 degrés et qu'il y ait une hygrométrie supérieure à 70%. Elle a testé des pulvérisateurs à jet porté et c'était eux qui étaient les plus efficaces, contrairement aux pulvérisateurs pneumatiques. Et enfin, la question, c'était comment faire pour que les agriculteurs puissent connaître exactement la qualité de la pulvérisation. Et ben, elle a testé donc différentes techniques avec des papiers hydrosensibles sur des perches comme ça. Et ensuite, elle a testé différents outils smartphone pour voir si quel outil était le plus fiable pour estimer le taux de couverture. Et l'outil le plus fiable pour ça était l'outil SmartSpray. Donc, c'est une appli SmartSpray. C'est une application très simple d'utilisation qui est très fiable. Donc voilà, en conclusion de cette partie, on a utilisé donc 2 approches, une expérimentale et une par modélisation, qui convergent sur le fait que la qualité de la pulvérisation est un facteur clé du succès de l'utilisation des produits à base de CPGV, que la concentration et la composition des produits à base de CPGV doivent être surveillées de près par les firmes qui les commercialisent, et que le modèle prédit que la durée du stade baladeur influence l'efficacité de ces produits, donc qui serait donc plus efficace en première génération, même si cela demande à être encore confirmé expérimentalement. Voilà, j'en ai fini pour ma partie et donc je laisse la place maintenant à Claire. Et donc, moi, je vais vous présenter les travaux qu'on a réalisés à l'ANSES au laboratoire de Lyon sur la résistance de Disaphis plantaginés, d'une part à la flonicamide rapidement et à l'azadiractine. Donc, Disaphis plantaginés, c'est le puceron cendré du pommier. Il fait des dégâts sur pommier uniquement, principalement par dégâts directs. Et on a de plus en plus de signalements d'échecs de contrôle dans les années passées. Là, c'est de plus en plus problématique. Je vous disais qu'il faisait des dégâts sur pommier uniquement, mais il a un cycle de reproduction complexe avec une alternance de phases de reproduction sexuée sur pommier et de reproduction asexuée sur plantain. Qu'on utilise du coup pour l'élever et pour les tests de résistance. Et cette reproduction asexuée, elle nous permet au laboratoire de disposer d'un grand nombre d'individus de même génotype sous la forme de clones. Donc, comme vous a décrit Benoît tout à l'heure, les tests biologiques, dans un premier temps, on a travaillé en gamme de doses. Donc là, vous voyez le pourcentage de mortalité en fonction de la dose de produit, ce qui nous a permis de déterminer les doses létales 50, donc la dose à laquelle la moitié des individus meurent, qui est le point de comparaison qu'on utilise pour comparer différents individus ou populations. Et pour calculer les facteurs de résistance. Donc là, voilà, la DL50 de l'individu considéré divisé par la DL50 du clone de référence qu'on utilise nous donne le facteur de résistance. Ce qui nous permet, quand on a déjà tester différents clones ou différentes populations, de pouvoir choisir une dose discriminante qui, dans l'idéal, va tuer tous les sensibles et épargner les résistants. Et donc là, c'est le cas pour la flonicamide, où on a une dose qui tue à peu près 97% des sensibles et qui a été évaluée à 2,5 mg par litre. Pour l'azadiractine, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où on n'a pas identifié de résistants dans la phase de mise au point de la méthode. On dispose seulement d'individus qui sont sensibles et donc on a choisi la dose discriminante la plus faible qui tue tous les sensibles.
Donc, c'est le test qu'on a utilisé. C'est un test en trempage de feuilles qui est adapté d'une méthode IRAC. Et le protocole est le suivant. On prépare des solutions de produits formulés en solution aqueuse, soit en gamme ou soit en dose discriminante. Et on trempe des disques de feuilles de plantain dans la solution pendant 10 secondes, qu'on dépose sur de l'agar dans des plaques 24 puits. Et ensuite, on dépose un puceron adulte par puits. Et c'est les larves qui sont pondues par ces adultes qui seront exposées. On retire l'adulte au bout de 24 heures. Et du coup, c'est les larves de premier stade qui vont être exposées pour la flonicamide pendant 5 jours et pour l'azadiractine pendant 7 jours. Et ensuite, on dénombre les vivants et les morts pour évaluer la mortalité. Je vais vous présenter rapidement les résultats des tests de résistance à la flonicamide, même si c'est un produit qui est utilisé uniquement en agriculture conventionnelle. Donc là, c'était pour cette année dans le cadre du projet ASAP. Où vous voyez sur toutes les cartes, ce sera comme ça. La taille du cercle représente le nombre de parcelles qui a été testé. En bleu, on a les prélèvements dans lesquels aucune résistance n'a été identifiée, et en rouge, ceux pour lesquels on a identifié de la résistance, avec, sachant qu'on déclare un prélèvement résistant dès lors qu'on trouve un individu qui survit au test en dose discriminante et qu'on confirme par un deuxième test avec la même dose discriminante. Donc là, vous pouvez voir que tous les prélèvements qu'on a reçus cette année et qu'on a analysés, on a trouvé de la résistance dans tous les prélèvements cette année, avec une fréquence de la résistance d'à peu près 35% des individus par prélèvement. Donc, pour la flonicamide, c'est une substance qu'on suit depuis quelques années déjà. Et ça, c'est les résultats des tests de résistance qu'on a effectués entre 2017 et 2025, à la fois dans le cadre du projet ASAP et dans le cadre du plan de surveillance dont Benoît vous parlait tout à l'heure. Comme on a utilisé le même protocole, on a pu synthétiser les résultats. Et on voit là encore que la résistance est très répandue sur tout le territoire et tous les bassins de production. Toujours avec cette même façon d'évaluer. On a déclaré les prélèvements résistants dès lors qu'il y avait au moins un individu confirmé résistant. Donc, en conclusion, pour ce qui est de la flonicamide, on a une résistance avec une grande occurrence, donc beaucoup de prélèvements sont résistants, avec au moins un individu, mais souvent plus que ça, mais des facteurs de résistance tout à fait modérés, avec des niveaux de résistance qui sont faibles, des facteurs de résistance qui vont jusqu'à 17 pour le clone le plus résistant, mais qui sont plutôt autour de 3 à 10 pour la plupart. Donc, si vous vous rappelez ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est souvent autour de 10 qu'on commence à parler d'une vraie résistance. Donc là, c'est des facteurs qui sont tout à fait modérés. On a recherché des clones avec des facteurs de résistance plus élevés, donc avec des niveaux de résistance plus élevés, grâce à une seconde dose discriminante beaucoup plus élevée. On a fait ça pendant plusieurs années, mais pour l'instant, on n'a détecté aucun clone qui soit très résistant. En ce qui concerne l'azadiractine, donc qui est utilisée en agriculture conventionnelle et en bio aussi, qui est en cours de mise au point pour l'instant et qu'on a testé seulement en 2025. Donc là, vous retrouvez le même code couleur que tout à l'heure, avec en bleu les prélèvements dans lesquels aucune résistance n'a été détectée. En rouge, ceux pour lesquels une résistance a été détectée avec le protocole utilisé. Et en jaune, ceux pour lesquels on a une dérive de sensibilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de résistance à proprement parler, mais on détecte quand même quelque chose, ce n'est pas tout à fait sensible non plus. Et donc là, on a 2 parcelles qui sont sensibles
et plusieurs parcelles dans lesquelles on a détecté des individus qui ont survécu à la dose discriminante avec une fréquence plus faible que pour la flonicamide et environ 15% des individus survivants à la dose discriminante par prélèvement. Donc c'est une méthode qui est encore en cours de mise au point, et on parle d'une dérive de sensibilité possible avec une occurrence qui est pas négligeable, donc toujours avec le critère choisi de un individu survivant confirmé au test en dose discriminante qui suffit à dire que le prélèvement est résistant ou en dérive de sensibilité, mais on a relativement peu d'individus qui survivent à l'intérieur de chaque prélèvement. Et les facteurs de résistance restent bas. En fait, quand on a détecté de la résistance sur certains des clones, on a fait des tests en gamme de doses, et ça nous a permis d'évaluer qu'on a des facteurs de résistance de 2 à 4, donc voilà, vraiment, vraiment bas. Ce qui nous fait penser que peut-être la dose discriminante sera à revoir pour les années prochaines. Voilà, on va continuer les tests de résistance à ces matières-là. Donc, pour rappel, ce que disait Benoît tout à l'heure, une résistance au laboratoire ne signifie pas nécessairement une perte d'efficacité au champ. Pour ça, il faudrait pouvoir faire des tests d'efficacité au champ pour savoir ce qu'il en est réellement. Et puis, en termes de stratégie de traitement, je peux que vous faire les recommandations usuelles d'alterner les substances quand c'est possible. Et puis voilà, en parallèle, on a aussi fait de la recherche de résistance au spirotétramate par séquençage. Voilà, ben, merci de votre attention, et puis merci à Elori qui a fait les tests avec moi. Et puis je crois que c'est le moment des questions, si vous en avez. Et merci beaucoup à tous les trois pour votre présentation. Du coup, j'invite les participants à inscrire leurs questions dans le chat ou dans l'onglet Q&R. Actuellement, il y a une question donc, posée par Arnaud Dufis de l'INRAE PACA. Il s'agit d'une question pour Benoît Barès. Donc Arnaud Dufis indique qu'il travaille dans le cadre du projet Parsada par ici en bio sur le retrait du cuivre dans le cadre de la filière poire en bio. Donc pour la variété William en PACA, il y a de plus en plus d'échecs de protection avec le cuivre qui remonte du terrain. C'est vrai aussi en Rhône-Alpes. Et ça conduit même à des déconversions de production en AB sur certaines parcelles de producteurs. Du coup, dans le projet, il se questionne sur une évolution de la souche Venturia pyrinate, donc tavure du poirier, sur William, avec une hypervirulence, ou sur l'émergence d'une nouvelle souche plus spécifique à la variété William, car la protection de la variété Guyot n'est pas aussi problématique. Et donc, sa question, c'est: pensez-vous travailler à surveiller la résistance sur William par rapport à la tavelure, ou bien à vérifier si la résistance au cuivre ne serait pas étonnamment le problème? Oui, alors oui, on travaille sur Venturia Pyrrhina depuis plusieurs années. Donc sur Poirier, du coup, c'est pour ça que moi, j'en ai pas parlé. Je me suis plus focalisé sur les pommes. Et on a eu cette remontée, effectivement, de gens qui disaient il y a des problèmes avec les traitements au cuivre. Donc, c'est pour Venturia Pyrrhina, où je sais plus, c'était il y a 1 ou 2 ans, on a refait des tests avec du cuivre, mais on n'a rien vu. Voilà. C'est possible aussi que notre test ne soit pas complètement adapté, mais on a quand même un sérieux doute sur le fait que ce soit de la résistance au cuivre. En tout cas, si ça serait, à ma connaissance, en tout cas, une première. Mais donc oui, j'ai déjà entendu ça, et on a eu des remontées plusieurs fois sur Venturia Pyrrhina et le cuivre. Mais quand on a regardé avec les tests qu'on réalise, en tout cas, on voit rien. A priori aussi, c'est peut-être aussi en lien avec la biologie de Venturia Pyrrhina, c'est-à-dire qu'elle aurait une forme de conservation sur les chancres, ce qui fait que ce qui pourrait expliquer en fait, il faudrait traiter jusqu'à la récolte pour pas avoir de la tavelure. Quand moi j'ai pu discuter avec mes collègues du sud-est de la France, la problématique est très forte et c'est pas forcément évident de continuer à faire ces interventions.
Oui, il est possible que ce soit des souches juste plus virulentes qui avant étaient suffisamment bien contrôlées. Et comme vous l'expliquez, je ne sais pas quel est le délai avant récolte pour le traitement au cuivre. C'est peut-être ça aussi qui pose problème dans certaines zones. Je ne sais pas. Mais peut-être que ce sont des souches qui sont plus virulentes aujourd'hui. Bon, en tout cas, à ce jour, on n'a pas regardé l'an dernier, mais à ce jour, quand on a fait des tests Venturia Pyrena vis-à-vis du cuivre, on n'a rien vu. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et encore une fois, avec toutes les limites de nos tests en laboratoire. Parce que il est parfois difficile de faire ces tests de multisites, puisque c'est plutôt sur les spores, sur la germination des spores, etc. Et que dans le cas de Venturia inequalis, on est capable de refaire sporuler. Dans le cas de Venturia pyrrhina, c'est plus compliqué. Mais on fait quand même des tests directement sur ce qui nous arrive du terrain. Et là-dessus, on ne détecte rien, en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à Arnaud. Si ce n'est pas le cas, Arnaud, n'hésitez pas à Ouais. lever la main et prendre la parole. On a eu un petit complément, donc le délai avant récolte est de 5 jours pour la bouillie bordelaise, Manica et SRR disperse. Il y a Guillaume qui aimerait avoir davantage d'infos sur l'application Smart Spray, sur la qualité de pulvée. Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'informations pratiques, mais je sais qu'il est sur Play Store. Donc, si vous le cherchez, c'est dessus. Et en fait, il s'agit d'une petite application qui permet de scanner des papiers hydrosensibles du terrain. Et ça me donne le pourcentage de couverture en fonction du scan de ce petit papier-là. La recommandation de Camille, c'était de laisser sécher au moins 3 minutes avant de faire la photo, puisqu'après, il y a un changement de couleur à ce moment-là. Et voilà, je crois que c'est très très simple. En fait, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle a testé 2 applications smartphone différentes avec un scanner de haute fidélité et haute qualité. Et elle a regardé s'il y avait une bonne corrélation entre les petites applications smartphone et le scanner de haute qualité. Et elle a vu que sur une sur deux, c'était bon. Et ça sortait sur la Smart Spray qui était OK. Merci. Nadia, tu avais la main levée. Je Ouais, te laisse la parole. j'avais une question pour Claire par rapport à ces dérives d'efficacité qui semblent être lentes. Beaucoup d'agriculteurs, en fait, sur le terrain, nous disent que ces produits, par exemple, à base de flocanimide, pas encore sur l'azadiractine, ne fonctionnent plus. C'est des produits où la résistance est totale. Pourquoi cette telle différence entre les résultats au laboratoire où on aurait une dérive lente de résistance et sur le terrain quelque chose qui ne fonctionne pas? Et puis après, ma deuxième question, c'est pour toi, Myriam, je te l'avais déjà posée, mais c'est ce que les agriculteurs se posent souvent comme question. Est-ce que la confusion sexuelle, ça fonctionne encore? Est-ce qu'il faut continuer à la mettre en place? C'est bien, on est d'accord que c'est pas une question de résistance, mais c'est un moyen de perturbation. Est-ce qu'à un moment donné, la femelle, le mâle, la femelle s'est pas habituée ou le mâle s'est pas habitué? C'est des questions que les agriculteurs se posent sur l'intérêt de continuer sur la confusion sexuelle. Merci. Alors, ouais, je peux répondre avec Claire qui complétera. Alors attention, nous, c'est une dérive de sensibilité. Il y a pas l'efficacité, ça se mesure au champ ou au verger. Donc nous, ce qu'on détecte, c'est pour la flonicamide assez clairement une résistance avec un facteur de résistance qui n'est pas très élevé, mais qui théoriquement pourrait suffire à affecter l'efficacité du produit. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours, nous, on détecte une résistance au laboratoire. Ça ne veut pas dire que nécessairement le produit ne marche plus du tout. Il y a des cas où on peut avoir de la résistance, mais il y a quand même ce qu'on appelle une efficacité résiduelle. Ça existe, où il y a un contrôle, mais qui est moins bon. Mais il est aussi possible que le produit ne marche plus du tout, ce qui semble effectivement être le cas de la flonicamide aussi. On entend des complaintes qui montent du terrain depuis quelques temps, et de plus en plus, et malgré le fait que les facteurs de résistance, 17, pour nous, c'est vraiment pas très élevé. Pour vous donner des idées, on a sur des pyrétrénoïdes, des facteurs ou des néonicotinoïdes, enfin quand c'était autorisé, des facteurs 1000. Enfin, ça peut monter très très haut, les facteurs de résistance. Donc là, quand on a des facteurs 1000, on est quasiment certain que bon, le produit, on peut en mettre autant qu'on veut, ça ne marche plus du tout. Quand on a un facteur de 10, 15,
Bon, ça dépend un peu de comment c'est traité, etc. Et pour l'azadiractine, ah pardon, tu veux Oui, ajouter quelque chose? et il y a aussi le problème de l'efficacité déjà au départ, Ah, voilà, qui ça c'est pour est, l'azadiractine peut-être. voilà, Ouais. qui est peut-être déjà un peu à nuancer, et du coup, c'est parfois difficile de savoir s'il s'agit de résistance ou d'autre chose, comme tu disais, des histoires de positionnement, Ouais. de conditions climatiques, etc. quoi. Et pour l'azadiractine, là, nous, on est au laboratoire à quelque chose d'assez limite, c'est-à-dire que les facteurs de résistance là, dont tu as parlé Claire, de 2, 3, 4, 5, en général, c'est pas nous, on n'appelle pas ça résistance. En général, c'est plutôt un facteur de 10 qui est la limite. Donc, néanmoins, pour vous donner un autre exemple, en herbicide, nos collègues qui travaillent avec des méthodes biologiques qui sont beaucoup plus proches de ce qui se passe au champ, eux, ils partent du principe que même à partir de 2, c'est un facteur de résistance qui suffit pour perdre de l'efficacité en herbicide. Donc peut-être que dans ce cas spécifique, notre faible facteur de résistance est peut-être suffisant pour avoir une perte d'efficacité, mais nous, on ne peut pas le dire au labo. En tout cas, ce n'est pas possible. Nous, on peut pas affirmer ça. Et la crainte qu'on a, c'est que notre dose discriminante soit peut-être un peu trop faible et que du coup, on déclare résistant des choses qui sont en fait juste, comment dire, qui font partie de la diversité de la population normale. Parce que au tout début de mon intro, je vous ai montré dans une population de bioagresseurs, en fait, les individus sont tous différents et du coup, ils ont tous une sensibilité différente, quoi. Et simplement, après, il y a les résistants qui sont vraiment des points qui sortent. Et pour faire la discrimination, il faut la dose discriminante qui permet vraiment de tuer tous les sensibles ou à peu près sensibles. Et dans le cas de l'azadiractine, il faut aussi préciser que c'est la première année qu'on utilise cette dose discriminante, hein. L'année d'avant, on était encore en développement de méthodes, juste de la mise au point de la méthode de laboratoire, et que du coup, on a très peu de recul là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on prend aussi quelques précautions. Mais en même temps, pour nuancer encore, on voit quand même quelque chose. Ah oui, oui, oui. Mais ça tous pourrait être de la les... diversité, je veux dire. C'est Oui, juste, oui. voilà. Peut-être que si la Voilà, dose est trop faible. On reste en tout cas prudent, mais c'est possible qu'il se passe quelque chose. On va continuer de regarder en tout cas. Et on va peut-être laisser Myriam répondre pour la confusion. Donc la question de la confusion, elle nous préoccupe aussi beaucoup. C'est une question qui nous est posée depuis quelques années déjà. Dans le sud-est de la France, c'est une technique qui a vu une érosion d'efficacité importante, puisque quand ça a été mis en place en 2000, il y avait 0 ou un traitement qui était positionné en plus de la confusion sexuelle. Et actuellement, on est en moyenne entre 7 et 8 traitements positionnés en plus de la confusion sexuelle. Et donc, on ne sait pas si c'est dû à du réchauffement climatique qui fait qu'on a une augmentation du nombre de générations ou que les diffuseurs marchent moins bien, ou si c'est une adaptation comportementale de l'insecte qui fait que les femelles pourraient attirer les mâles même dans des parcelles confusées. Et donc ça s'est déjà vu sur d'autres bioagresseurs. Par exemple, il y a une petite tordeuse du thé qui a été bien décrite pour ça. Et il y a un autre lépidoptère du coton qui a développé des résistances à la confusion sexuelle. Et donc, les mécanismes de résistance à la confusion sexuelle, en général, c'est un changement du bouquet phéromonal qui est émis par les femelles et un changement dans les récepteurs olfactifs du mâle qui est capable de sentir un composé qui était soit minoritaire à l'origine, soit un composé qui est plus émis, donc qui arrive à dépasser le signal. Et donc, c'est une question dont on s'est emparé dans le projet ASAP. Et donc, lundi, il y a une stagiaire qui va arriver au laboratoire qui va explorer ça. Elle va commencer par déjà doser en fait tout le bouquet phéromonal de différentes populations, des populations qui étaient exposées à la confusion sexuelle et d'autres non, pour voir s'il y a de la diversité. Et elle va aussi faire des tests de comportement pour voir si dans des populations supposées adaptées, il y a une capacité de reconnaissance entre les partenaires sexuels, même en présence de la confusion sexuelle. Donc actuellement, quand j'en discute avec les conseillers du sud de la France, ils me disent que bon, ils continuent à utiliser de toute manière la confusion sexuelle, puisque sans la confusion sexuelle, ils penseraient que ce serait vraiment catastrophique. Mais donc voilà, c'est un peu le parachute qu'ils conservent. Mais voilà, on se pose quand même des questions. Et je suis aussi en discussion avec des entreprises qui commercialisent ces phéromones-là pour essayer de les sensibiliser au fait que potentiellement il pourrait y avoir des adaptations et
à ce moment-là, si c'est confirmé, la solution, elle serait pas très compliquée. Ce serait de changer en fait la composition du diffuseur, enfin du bouquet phéromonal, et donc on pourrait être de nouveau efficace sur les populations adaptées. Très bien, merci beaucoup pour ces compléments. Je vois pas d'autres questions dans le chat ou l'onglet Q&R. Et on arrive au terme du coup de la partie échange questions et de ce webinaire. Donc, il me reste à vous remercier à tous pour votre participation, pour vos présentations. Et puis, je voulais aussi vous partager qu'on arrive quasiment à la fin de notre cycle de webinaire. Le prochain, ce sera le jeudi 19 mars, donc sur des thématiques de désherbage, gestion de l'irrigation, avec des résultats d'essais qui sont menés au verger expérimental de Poisy. Donc, ce sera à la même heure. Je vous mets le lien d'inscription dans le chat si vous voulez nous rejoindre et avoir des infos. Oui, Pauline? Et peut-être juste en dernier complément, il y avait la question de Arnaud Dufis qui demandait si c'était possible de revenir vers Benoît Barès pour les questions autour du poirier, voilà, a posteriori. Oui, j'écoutais pas, pardon. Oui, oui, vous pouvez me contacter, en tout cas, il n'y a pas de problème. S'il y a besoin de plus de discussions, moi, je suis intéressé aussi parce que c'est vrai que c'est des retours qu'on a déjà eu du terrain. Alors, pas directement, nous, c'est souvent par la DGL, donc c'est mieux de les avoir directement. Donc oui, bien sûr, faut que les gens, si les gens se sentaient pas de poser des questions ou qu'ils ont des regrets, enfin, je pense que Myriam, c'est pareil. Surtout, envoyez-nous des emails, contactez-nous, on répondra avec plaisir. Entendu. Eh bien, merci beaucoup pour vos présentations et bonne continuation à tous et toutes. Nous mettons Merci fin au beaucoup. webinaire. Merci beaucoup. Merci Au à revoir. vous. Bonne journée.